Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mes chers amis, mesdames et messieurs, dans les approches analytiques des comportements humains, le même mot latin ratio est à la racine de deux traditions intellectuelles à la fois très différentes et liées entre elles. D'une part, il y a celle qui oppose la raison aux passions et plus récemment aux intérêts. Le traité de Sénèque de la colère, par exemple, est organisé autour de l'opposition raison-passion, tandis que les moralistes français du XVIIe siècle y ajoutent l'intérêt. L'idée de la raison est intimement liée à celle du bien commun. D'autre part, il y a l'idée plus récente encore du choix rationnel, qui s'oppose aux diverses formes de l'irrationalité. L'acteur rationnel est celui ou celle qui agit pour des raisons suffisantes. Ces raisons, ce sont les croyances et les désirs à la lumière desquels l'action apparaît comme appropriée dans un sens sur lequel il me faudra revenir longuement. L'idée de rationalité est souvent, mais à tort, liée à celle du bien privé ou de l'intérêt, au sens des moralistes. Qui poursuit le bien commun peut et même doit le faire de manière rationnelle. Agir conformément à la raison au singulier et agir pour de bonnes raisons au pluriel sont deux choses différentes, en ce que la raison est objective, tandis que les raisons sont subjectives. Du point de vue externe, on peut évaluer une politique comme étant ou non conforme à la raison. Du point de vue interne, on peut évaluer une action comme étant rationnelle ou non. Il découle de cette différence que seule la rationalité est capable de servir à des fins explicatives. Ce n'est que dans la mesure où l'agent fait sienne les demandes de la raison que celles-ci sont susceptibles d'engendrer et éventuellement d'expliquer des comportements précis. Tout en étant différentes, les deux normes ont un obstacle commun, à savoir les passions. Elles ont aussi une composante commune qui est l'idée d'agir selon des croyances bien fondées. Finalement, elles ont en commun d'être l'objet d'une certaine déférence de la part de l'agent. L'origine et la nature de la déférence ne sont pas les mêmes, mais dans les deux cas, il s'agit de déférer à une source de normativité. L'opération de ces mécanismes de déférence est complexe, qu'il suffise pour l'instant de dire que leur effet est parfois de subvertir l'objet de la déférence. On objectera peut-être que comparer un principe qui relève de la philosophie politique normative avec un autre qui relève de l'explication du comportement individuel est une entreprise boiteuse. Une réponse, modeste mais suffisante, à cette objection serait de dire qu'eu égard aux confusions courantes à ce sujet, la clarification conceptuelle vaut la peine d'être poursuivie pour elle-même. De manière plus ambitieuse, je répondrai que la clarification prend aussi sa place dans un débat politique. Est-il vrai, est-il cohérent de dire que le bien commun ne saurait se réaliser qu'à travers la poursuite des biens particuliers? Est-il vrai que plus les acteurs sont rationnels, mieux les demandes de la raison sont satisfaites? Ou faut-il voir, à l'inverse, la rationalité des individus comme une entrave à la raison? Qu'on réfléchisse par exemple sur le paradoxe du vote qui résulte du fait que l'acteur rationnel n'a aucune raison de voter. En effet, la chance d'avoir une influence sur le résultat
est nettement moindre que le risque de mourir dans un accident de circulation en se rendant aux urnes. Tandis que la théorie du choix rationnel a fait l'objet d'élaborations très précises et développées, il n'en va pas de même pour l'idée de la raison. La conception que je vais proposer ne repose pas sur une définition canonique, puisqu'il n'y en a pas. Elle représente une synthèse personnelle, mais je l'espère, pas trop idiosyncrasique des textes classiques. Commençons par une remarque de La Bruyère. Ne songez qu'à soi et au présent, source d'erreur dans la politique. Pour corriger cette erreur, il faut considérer et les autres et l'avenir. De manière plus précise, aux perspectives partiales que constituent l'égoïsme et la myopie, il faut substituer une attitude impartiale. L'idée que la raison requiert un traitement impartial des individus correspond à des principes bien connus. Pour résoudre les questions de justice distributive, Leibniz nous propose la maxime suivante: mettez-vous à la place de tous. Dans les théories récentes, cela revient à dire que le choix d'une organisation juste de la société doit se faire derrière un voile d'ignorance, idée qui peut s'interpréter de plusieurs façons. Pour l'utilitarisme, chacun doit compter pour un, aucun pour plus d'un. Pour John Rawls, on doit choisir la forme de société qui favorise les moins avantagés, quels qu'ils soient. Une autre idée impartiale est celle des droits universels, incarnés dans les deux déclarations de 1776 et de 1789. On a moins insisté sur l'idée tout aussi importante que la raison requiert un traitement impartial des instants temporels. En elle-même, aucune date ne saurait commander un privilège. Prenons d'abord un exemple absurde. Préférez toujours les biens qui arrivent un jeudi à ceux qui arrivent un mercredi, uniquement à cause d'une préférence pour ce jour de la semaine. Comme nous allons le voir, cela n'est pas contraire au principe du choix rationnel, mais c'est sûrement contraire à la raison. La préférence brute pour les jeudis est une raison, mais la raison demande aussi la raison de cette raison. Et évidemment, il n'y en a pas. Prenons un exemple moins absurde. Préférez recevoir 100 € aujourd'hui à 200 € dans un an. Cette préférence n'est pas forcément contraire à la raison. Si mon espérance de vie est de moins d'un an, ou si j'ai besoin des 100 € pour survivre, elle est parfaitement bien fondée. Si pourtant elle résulte seulement de ce que notre faculté télescopique est déficiente, comme le disent les économistes, elle est contraire à la raison. D'un point de vue objectif, une personne qui tient compte des conséquences lointaines des actions présentes a plus de chances de mener une vie longue et heureuse que celle qui ne regarde que les effets immédiats. Mais on verra que ce fait n'a aucune pertinence du point de vue subjectif. On peut considérer, dans cette perspective, l'idée de l'intérêt bien entendu. Encore une fois, devant l'absence de définition explicite chez les auteurs classiques, il faut essayer une synthèse de leurs idées. Il me semble que l'intérêt bien entendu comporte au moins deux composantes. D'une part, il tient compte des conséquences lointaines de l'action. En langage technique, il correspond à un taux d'escompte du futur élevé. D'autre part, il repose sur des croyances bien fondées dans un sens que je vais expliquer. Ainsi caractérisé, l'intérêt bien entendu est un amalgame d'éléments objectifs et subjectifs. Une conception entièrement objective substituerait aux croyances bien fondées des croyances vraies. Or, il est impossible de faire dépendre les décisions politiques de la possession de la vérité. Tout au plus peut-on demander qu'elles soient fondées sur des croyances rationnelles, c'est-à-dire qui résultent d'un traitement non biaisé d'une quantité optimale d'informations, pour résumer une idée complexe qui sera développée dans un moment. Qu'il suffise de dire ici que puisque l'optimum d'informations dépend du taux d'escompte du futur, les contraintes objectives qui pèsent sur ce taux introduisent aussi un élément objectif dans cet optimum.
Dans cette reconstruction, l'idée de la raison comporte trois éléments: l'impartialité entre les personnes, l'impartialité temporelle et les croyances rationnelles ou bien fondées. Il faudrait sans doute y ajouter la bienveillance pour exclure la malignité impartiale. On rencontre parfois la suggestion que le premier élément, l'impartialité entre les personnes, est redondant, puisqu'il découle du second, l'impartialité temporelle. Depuis la correspondance de Descartes avec la princesse Élisabeth jusqu'à la théorie des jeux itérés, il a souvent été observé que l'égoïsme prévoyant est capable de mimer l'altruisme. Les conditions dans lesquelles on peut compter sur l'opération de cette main invisible sont pourtant relativement restrictives. La théorie du choix rationnel est d'abord normative, puis explicative. Elle annonce d'abord comment les agents doivent agir pour réaliser leurs fins et propose ensuite d'expliquer leurs actions par l'hypothèse que les agents se comportent effectivement de cette manière. Les désirs et les croyances sont les raisons de l'action. Un acteur rationnel choisit l'action qui réalise son désir aussi bien que possible, étant donné ses croyances et la totalité de ses autres désirs. Ce sont des raisons suffisantes qui déterminent de manière unique ce qu'il lui faut faire. Je reviendrai sur la possibilité de non-unicité, mais pour l'instant, je me tiens au cas idéal. Les désirs comprennent à la fois les préférences qu'on pourrait appeler substantielles, comme le fait de préférer les pommes aux oranges, et les préférences formelles, comme l'attitude envers le risque et envers le futur. On peut préférer la certitude de 100 € à une loterie qui promet ou bien 90 ou bien 120 avec une chance sur 2. On peut aussi préférer 100 € aujourd'hui à 110 demain. Dans des conditions précises et assez raisonnables, on peut représenter ces préférences par une fonction d'utilité qui assigne à chaque option une valeur numérique. Cela permet alors de dire que l'agent rationnel maximise son utilité. Cette expression n'a pas l'implication d'égoïsme qu'on lui prête parfois. N'importe quel désir cohérent, qu'il soit égoïste, altruiste ou méchant, est compatible avec les demandes de la rationalité. Ne sont exclus que les désirs incohérents, tels par exemple le souhait que tout le monde gagne plus que la moyenne, ou le désir d'être présent à ses propres funérailles pour y entendre son oraison funèbre, à l'instar de Tom Sawyer et de Huck Finn. C'est cette dernière contradiction, le désir d'être à la fois en soi et pour soi, qui, selon Sartre, définit l'existence humaine. Si ce désir peut sans doute engendrer des actions, celles-ci ne tombent pas dans le domaine du rationnel. Un désir peut aussi exhiber une incohérence pragmatique, dans le sens où les moyens de réaliser l'état désiré en entravent la réalisation. Comme l'écrit Paul Venn, seule une expression qui ne cherche pas à faire effet en produit un. Mais avant Venn, il y avait déjà Proust. Chaque musicien, écrit-il, délire de joie quand il chante selon sa patrie perdue, la trahit parfois par un mot de la gloire, mais alors, en cherchant la gloire, il la fuit, et ce n'est qu'en la dédaignant qu'il la trouve. On pourrait analyser de la même façon les tentatives infructueuses pour surmonter, par le seul effort de la volonté, l'insomnie, l'impuissance sexuelle ou le bégaiement. Cela n'exclut pas qu'on puisse réaliser les états désirés de manière indirecte, comme en témoigne l'existence de somnifères et du Viagra. Toujours dans la lignée de Sartre, on peut citer aussi les injonctions paradoxales telles que « sois spontané ». Dans un registre religieux, les théologies enseignent souvent qu'une action entreprise à seule fin de gagner le paradis ne saurait y donner accès. On pourrait ajouter que les tentatives de certains collaborateurs français pour se racheter en 1944 par des actes de résistance accomplis uniquement à cette fin n'auraient pas dû, comme elles le firent parfois, conduire à un non-lieu.
Les désirs risquent aussi d'être incohérents dans son troisième sens, si leur structure interne subvertit leur réalisation. Pour illustrer cette idée, prenons l'exemple du choix intertemporel. De manière générale, on peut représenter la valeur présente d'un bien futur comme une fonction du temps qui sépare le présent de ce futur. Dans la conception classique, on stipulait un escompte exponentiel de l'avenir, ce qui implique que les courbes correspondant à deux biens futurs distincts, l'un petit et immédiat, l'autre plus grand et plus éloigné, ne se croisent jamais. Selon les recherches plus récentes, il semble pourtant que cet escompte prenne typiquement une forme hyperbolique. À mesure que l'agent s'avance dans le temps, il va arriver un moment où le bien éloigné, qui lui semblait d'abord le plus désirable, cesse de l'être, conduisant à faire le choix du bien moindre, mais plus proche. Je reviendrai longuement sur cette idée en 3 conférences sur la faiblesse de volonté dans les semaines qui viennent. Les croyances qui entrent dans ce calcul sont ou bien relatives aux faits particuliers ou bien aux relations causales. D'une part, l'agent ne peut choisir qu'entre les options qu'il croit avoir à sa disposition. L'existence objective d'une option supérieure à celle dont il est conscient ne saurait influer sur son action. D'autre part, l'agent choisit entre les options dont il est conscient en fonction des conséquences possibles qu'il leur attribue et des probabilités qu'ont celles-ci, selon lui, de se produire. Ainsi, l'utilité de cette option est déduite de l'utilité des conséquences, pondérée par leur probabilité et réduite à une valeur présente par le taux d'escompte de l'agent. Pour que l'action soit rationnelle, il faut que les croyances sur lesquelles elle se fonde soient elles-mêmes bien fondées. Cette demande, à son tour, se scinde en 2. D'une part, il faut que les croyances soient non biaisées par rapport à l'information que possède l'agent. Même s'il peut se tromper, il ne faut pas qu'il le fasse de manière systématique. Comme les biais sont innombrables, il serait souhaitable de pouvoir proposer une définition positive, mais personne n'y est arrivé. C'est qu'il entre souvent dans la formation des croyances un élément irréductible de jugement ou d'appréciation subjective de l'importance relative des divers éléments d'information, souvent très hétérogènes entre eux, dont dispose l'agent. Les biais sont ou bien chauds, c'est-à-dire produits par le système motivationnel de l'agent, ou bien froids, plus semblables aux illusions d'optique. Les premiers, qu'on peut appeler croyances motivées et qui sont indiquées par la flèche barrée dans le diagramme, sont connus depuis toujours. Ils sont résumés en de nombreux dictons, comme par exemple « Chacun croit aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire ». La tendance à croire ce que l'on craint montre que les croyances motivées n'assument pas forcément leur forme de prendre ses désirs pour la réalité. Qu'on contraste par exemple ces 2 maris jaloux que sont M. de Rênal et Othello, le premier croyant ce qu'il désire et le second ce qu'il craint. Les biais froids ont également une longue histoire. Voici par exemple comment Montaigne explique les erreurs de raisonnement qui amènent les gens à croire dans l'exactitude des divinations. Ainsi répondit Diagoras à celui qui, en lui montrant au temple force, vœux et tableaux de ceux qui avaient échappé le naufrage, lui dit « Eh bien vous, qui pensez que les dieux mettent à nonchaloir les choses humaines, que dites-vous de tant d'hommes sauvés par leur grâce ?» Il se fait ainsi, répondit-il, « ceux-là ne sont pas peints, qui sont demeurés noyés en bien plus grand nombre. » La psychologie moderne identifie un grand nombre d'erreurs semblables qui, pour des raisons évidentes, se prêtent mieux à l'expérimentation que ne le font les erreurs chaudes. Pour un acteur rationnel, l'information dont il se sert pour former ses croyances est une variable plutôt qu'une donnée. Avant de décider comment il va agir, il lui faut prendre une décision préalable concernant la quantité de ressources à investir dans la recherche de faits pertinents.
Le général ou le médecin ne doit attaquer ou opérer qu'après un examen du terrain ou du patient. Cependant, il ne faut pas qu'il s'y attarde trop, sous peine d'être surpris par l'attaque ou la fuite de l'ennemi ou bien par la mort du patient. Il existe donc en principe un investissement optimal qui dépend des préférences de l'agent ainsi que de ses croyances en ce qui concerne les coûts et les profits attendus. Dans l'achat d'une voiture, par exemple, un agent rationnel qui attache peu d'importance à l'avenir lointain ne va pas faire un grand effort pour comparer la durabilité des divers modèles. Il ne va pas non plus consulter son médecin pour en savoir plus sur les risques que peut entraîner sa consommation de foie gras, d'alcool ou de cigarettes. Pour faire ressortir la nature radicalement subjective de la notion de rationalité que je viens d'exposer, prenons un exemple hypothétique. Supposons une personne qui souffre, et c'est bien le mot, d'un taux d'escompte très bas, c'est-à-dire qu'elle attache peu d'importance aux conséquences lointaines de son action. À la suite de son imprévoyance, ses finances et sa santé s'effondrent. Voilà qu'on lui propose un remède à son problème, une pilule, qui lui fera attacher plus d'importance au futur. La prendra-t-elle? Pour une personne rationnelle, la réponse doit être négative. Toutes les actions qui seraient induites par la pilule sont déjà dans son répertoire. Si elle ne les choisit pas, c'est qu'elle ne désire pas les accomplir. Elle ne désire donc pas faire le choix qui les lui ferait faire. La prémisse de cette affirmation est ce qu'on pourrait appeler le principe de non-indirection. J'appelle indirection une opération indirecte qui permet de parvenir à un certain résultat par deux actions successives dont la première ne sert qu'à rendre possible la seconde. Par exemple, pour trouver mes clés, je dois d'abord mettre mes lunettes. Dans ce cas, je n'aurai aucune objection à trouver mes clés sans mettre mes lunettes, seulement je ne peux pas. Dans le cas de la pilule, la situation est l'inverse. Je pourrais commencer dès maintenant à soigner mes finances et ma santé, seulement je ne le veux pas. Le principe de non-indirection affirme qu'un agent rationnel refuse de faire en deux pas ce qu'il ne voudrait pas faire en un seul, ce qui n'exclut pas les opérations indirectes pour les fins qu'il ne peut pas atteindre par une seule action. Ce principe ne régit pas uniquement les actions rationnelles. Considérons un autre exemple hypothétique. Ayant perdu la tête, je me suis engagé dans une liaison adultère. Mon épouse n'en sait rien, et supposons-le, n'en saura jamais rien. J'ai pourtant un sentiment de culpabilité très fort qui me pousse à rompre la liaison. Supposons maintenant qu'un ami m'offre une pilule qui éliminerait ce sentiment, me permettant de continuer la liaison en toute bonne conscience. Le principe de non-indirection implique que je dois refuser la pilule, puisque je me sentirai aussi coupable en l'acceptant qu'en continuant la liaison. Mon ami pense autrement. Il estime que je serai plus content une fois que j'aurai pris la pilule. Moi-même, une fois que j'aurai pris la pilule, je serai heureux de l'avoir prise. Mais cela n'affecte en rien le fait que de mon point de vue exanteux, le refus s'impose. Le principe de non-indirection, donc, exprime une idée de cohérence plus large qui comprend l'émotionnel aussi bien que le rationnel. Cela dit, les violations du principe sont assez fréquentes, comme chez les employés allemands ou norvégiens, qui sont trop fiers pour accepter des subventions publiques à leur salaire, mais qui tolèrent que l'on fasse payer l'électricité à un tarif réduit à leur entreprise dans le seul but de maintenir l'emploi. On peut aussi exprimer la subjectivité du rationnel en disant que l'œil ne peut pas voir au-delà de son horizon. Dans l'exemple des lunettes, par exemple, aux clés perdues, substituons des lunettes perdues. On ne peut pas mettre ces lunettes pour les trouver. Autre métaphore, l'agent rationnel est pris dans le piège de ses désirs et de ses croyances. On vient de voir dans quel sens cela peut être vrai pour l'attitude envers le futur. Pour montrer que l'idée s'applique également aux croyances, on peut définir une croyance piège par le fait que les coûts anticipés de sa vérification sont tellement élevés
qu'un agent rationnel doit y renoncer. En Pologne, jusqu'à une date récente, beaucoup de gens qui combattaient leur alcoolisme se faisaient implanter le médicament disulfiram sous la peau, tandis que le disulfiram pris par voie orale n'a pour effet que de causer une nausée violente si l'on boit de l'alcool. La forme sous-cutanée était censée causer la mort. En fait, la substance implantée n'a aucun effet. Or, tant que les gens croyaient qu'il en produit un, il était rationnel de leur part de ne pas chercher à vérifier si c'était le cas. La théorie de l'action rationnelle prend comme une donnée fixe les désirs et les préférences de l'agent. Dans le diagramme, aucune flèche n'aboutit au désir. Dans la tradition humienne, les désirs sont les causes premières de l'action. On ne choisit pas ses désirs. Il existe bien sûr des contre-exemples à cette proposition. On peut se soumettre à une psychothérapie pour réduire la force de certains désirs si l'on se trouve incapable d'y résister. Or, ce cas de figure présuppose que l'agent est irrationnel, puisque victime de faiblesse de volonté. En choisissant l'action qui réalise son désir, il ne tient pas compte de la totalité de ses désirs. Pour un acteur rationnel, le problème de choisir ses désirs ne se pose pas. Désirer avoir un certain désir, c'est déjà l'avoir. Vouloir être mu par les conséquences lointaines de l'action, c'est déjà posséder cette motivation. La question est pourtant plus compliquée, comme on le verra dans les conférences sur la faiblesse de volonté. La théorie de l'action rationnelle comporte des lacunes, au sens où elle est parfois incapable de déterminer une action unique qui découlerait des désirs et des croyances de l'agent. Du point de vue de la sociologie de la science, c'est peut-être la promesse d'unicité qui explique en grande partie le succès foudroyant de cette théorie. Certes, c'est un fait mathématique élémentaire qu'une fonction dite bien conformée, définie sur un ensemble bien conformé, atteint ce maximum pour une valeur unique de la variable indépendante. La détermination du choix du consommateur comme le point de tangente entre la ligne représentant la contrainte budgétaire et une courbe d'indifférence offre une illustration classique. Comme les équations newtoniennes, le modèle de l'agent rationnel semble donc incarner l'idéal scientifique de la prédiction unique. Pourtant, on sait depuis longtemps qu'en physique, le problème de n-corps n'offre, dans le cas général, aucune solution analytique. De manière vaguement semblable, il s'agit uniquement d'une comparaison pédagogique, il y a des situations où l'interaction de n agents n'offre pas de solution optimale ou équilibre unique. Il n'est pas dans mes propos aujourd'hui d'entrer dans cet aspect de la théorie des jeux. Je préfère insister sur une autre source de non-unicité de l'action rationnelle, à savoir l'acquisition d'informations. Supposez que vous soyez parti cueillir des fraises sauvages, aussi rares et difficiles à trouver qu'elles sont délicieuses. Vous êtes en vacances dans une région que vous connaissez mal et en peu d'idées préconçues sur la distribution de ces sites secrets et magiques qui donnent son titre au film de Bergman, Smultronstället, mal traduit comme les fraises sauvages. Vous cherchez un peu au hasard dans les prés, sachant qu'ils vont tous offrir au moins quelques fraises dispersées et que certains pourraient vous permettre de remplir votre corbeille en une heure. La question qui se pose est la suivante. Quand faut-il vous arrêter de chercher et commencer, tant bien que mal, à cueillir? Comme vous ne disposez que d'une seule journée, vous savez qu'il vous faudra au moins vous arrêter de chercher avant que la nuit ne tombe. Cependant, vous savez que commencer la cueillette dans le premier pré sur lequel vous tombez n'est pas en général la stratégie optimale, sauf bien sûr s'il se révèle être un des sites magiques, éventualité que représente la boucle dans le diagramme. Entre ce maximum et ce minimum d'investissement, il existe sans doute un optimum objectif, mais comment le déterminer? Souvent, le général et le médecin, dont j'ai parlé tout à l'heure, sont dans la même situation. Entre le minimum et le maximum de temps
qu'ils doivent consacrer à la collecte d'informations, il y a une zone d'indétermination qui peut être plus ou moins large selon le cas, mais qui est souvent considérable. Même si un bon jugement permet de former une croyance rationnelle à partir d'une quantité d'informations données, il est parfois impuissant à déterminer la quantité optimale. La théorie de l'action rationnelle peut donc échouer faute d'engendrer des prescriptions et des prédictions uniques. Elle peut aussi échouer si les agents ne conforment pas leur comportement aux prédictions, que celles-ci soient uniques ou pas, autrement dit, s'ils sont irrationnels. Il y a de multiples sources d'irrationalité, chaudes ou froides. Pour mes propos aujourd'hui, je voudrais surtout mentionner le rôle des émotions qui sont capables d'agir sur chacun des 4 pôles de l'action. La faiblesse de volonté, agir contre la totalité de ses désirs sous l'influence de l'un d'entre eux, est souvent due à ce que le désir dominant surgit d'une émotion forte. Comme le dit la Médée d'Ovide, au moment où elle va tuer ses enfants pour se venger de leur père, qu'il a trompé et délaissé, « Je vois le bien et l'approuve, et c'est au pire que je m'abandonne. » Par un autre mécanisme, les émotions opèrent une inversion ou un renversement temporaire des préférences ou des désirs. Une illustration simple est la désertion face au danger. On peut avoir formé une intention ferme de tenir bon devant l'attaque ennemie, l'abandonner sous le choc de la terreur et regretter amèrement l'abandon. Dans l'armée, le regret conduit parfois au retour des déserteurs. Ainsi, dans la guerre de sécession aux États-Unis, 10% des 200 000 hommes qui avaient déserté l'armée de l'Union sont retournés volontairement. De même que les émotions naissent des croyances et les influencent en retour. D'une part, nous dit Stendhal, il suffit d'un très petit degré d'espérance pour causer la naissance de l'amour. D'autre part, continue-t-il, du moment qu'il aime, l'homme le plus sage ne voit plus aucun objet tel qu'il est. Il n'attribue plus rien au hasard, il perd le sentiment de la probabilité, une chose imaginée est une chose existante pour l'effet sur son bonheur. Finalement, l'urgence des émotions induit une préférence pour l'action immédiate sur l'action différée. Je distingue l'urgence de l'impatience qui, elle, induit une préférence pour une récompense immédiate sur une récompense différée. Dans cette acception du terme, l'urgence produit un court-circuit dans l'acquisition de l'information. Sénèque louait Fabius pour savoir attendre, temporiser, toute chose dont l'homme irrité est incapable. De manière plus générale, dit-il, la raison accorde à chaque partie le lieu, le temps convenable, elle-même, elle s'impose des délais pour avoir toute latitude dans la discussion de la vérité. La colère fait tout en courant. Cela dit, il y a évidemment des situations dangereuses où l'action immédiate s'impose et où c'est l'attente qui serait désastreuse. La difficulté de bien distinguer les sursauts justifiés des réactions de panique. À la suite du 11 septembre 2001, les réactions des gouvernements occidentaux ont-elles été appropriées ou excessives? Ont-elles atténué le danger ou l'ont-elles augmenté? La question n'est pas seulement de savoir si la délibération fut insuffisante, mais aussi si elle fut biaisée, au sens où l'on croit trop facilement ce que l'on craint. Je voudrais maintenant élargir l'analyse en distinguant entre désir et motivation. Tandis que les désirs portent directement sur l'action à entreprendre, les motivations sont les attitudes plus fondamentales qui engendrent les désirs. Ainsi, le désir de punir celui qui vous a offensé peut être engendré soit par un calcul intéressé, soit par une émotion, soit par un principe impartial de justice rétributive. Comme je le dis au début, et comme le suggère cet exemple, je suivrai le moraliste en distinguant 3 motivations principales, la raison, les passions et l'intérêt. J'ai déjà essayé d'expliquer en quoi consiste la raison.
Je vais la comprendre maintenant en tant que motivation intériorisée par l'agent, dans un sens quelque peu indirect, comme nous allons le voir. Je conçois la passion, dans un sens large, qui comprend non seulement les émotions, mais aussi la folie, l'ivresse et les appétits des toxicomanes. L'intérêt, finalement, est compris dans le sens de l'avantage personnel, que ce soit pour les biens matériels, le pouvoir, le prestige ou la gloire. Dans toute société, il existe une hiérarchie normative des motivations. On est loué d'avoir accompli une action donnée avec telle ou telle motivation, indépendamment de la louange ou du blâme attaché à l'action elle-même. En Grèce antique, le patriotisme, vouloir défendre la cité, était au sommet de la hiérarchie. Venait ensuite la vengeance, passionnée pour un affront personnel, puis l'intérêt, le désir sexuel et l'ivresse. En bas de l'échelle, il y avait l'envie et l'hybris ou l'outrance. Dans d'autres sociétés, la vengeance vient avant le patriotisme. Dans d'autres encore, elle est située plus bas que l'intérêt sur l'échelle des valeurs. Selon Tocqueville, les Américains de son temps inversaient l'ordre de la raison et de l'intérêt dans la hiérarchie. Des études récentes suggèrent que cette attitude persiste sous diverses formes dans les sociétés occidentales. La question se complique du fait que la source de désapprobation des motivations impartiales ou altruistes est souvent le soupçon que le prétendu désintéressement ne serait en fait qu'une pose. Pour détourner ce soupçon, même une personne angélique comme la grand-mère chez Proust attribuait toujours à ce qu'elle faisait des mobiles égoïstes. Même si la raison domine l'intérêt dans la hiérarchie, celui-ci prime l'affectation ostentatoire de raison. Pour citer Montaigne, à mesure qu'un bon effet est plus éclatant, je rabats de sa bonté le soupçon en quoi j'entre qu'il soit produit plus pour être éclatant que pour être bon. Étalé, il est à demi vendu. On va voir que Montaigne aurait pu être plus radical encore. Prenons comme établi l'existence d'une hiérarchie des motivations, quelle qu'elle soit, et essayons d'en déterminer les effets. Pour s'attirer les louanges ou éviter les blâmes, il est dans l'intérêt d'un agent rationnel de faire apparaître sa motivation comme étant placé à un rang plus élevé dans la hiérarchie que celui qui l'occupe en fait. Il peut avoir un intérêt dans l'apparence de la raison et même dans l'apparence de l'émotion, comme dans les sociétés où chercher une épouse riche est un mobile inavouable. Mais en même temps que cette motivation de second ordre, il garde pourtant son désir qui s'inspire de sa motivation de premier ordre, d'où un conflit potentiel. Dans l'hypocrisie, il s'agit de tromper autrui sur ses vraies motivations. À la suite d'un épisode infortuné d'Archélaüs, Aristote conseille aux tyrans de faire passer leurs actes dictés par l'hybris envers la jeunesse comme étant motivés par le désir érotique, puisque c'était une motivation plus élevée dans la hiérarchie. Dans les débats publics, toute proposition d'intérêt doit être présentée comme étant dans l'intérêt public. L'intérêt des grands partis politiques pour un système électoral majoritaire est défendu le plus souvent au nom de l'efficacité et celui des petits pour un système proportionnel au nom de la démocratie. Quand il y a une hiérarchie intérieure à la raison, l'utilité sociale étant par exemple subordonnée au droit de propriété, les propositions motivées par celle-là peuvent être défendues au nom de ceci. Ce fut le cas pour la confiscation des biens du clergé en octobre 1789. Mais l'hommage que le vice rend à la vertu peut aussi prendre la forme de la mauvaise foi ou duperie de soi-même. Selon Jean Domas, toute la différence qu'a le cœur pour l'esprit est que s'il n'agit pas par raison, il fait au moins croire qu'il agit par raison. L'estime de soi peut être un mobile aussi important que l'estime des autres. En fait, l'acte même de renoncer au public extérieur est souvent applaudi par le public intérieur et peut être accompli
pour ses applaudissements plutôt que pour lui-même. Comme le dit La Rochefoucauld, l'orgueil se dédommage toujours et ne perd rien lors même qu'il renonce à la vanité. Une donation charitable, même faite en secret, peut être compensée par le renforcement d'amour-propre qu'elle produit. C'est en cela que le soupçon de Montaigne est insuffisamment radical. Souvent, on s'efforce pourtant de justifier par la raison les actions intéressées plutôt que de les lui sacrifier. Même si mon intérêt me dit de ne rien donner aux bonnes œuvres, je tiens à garder l'image de moi-même comme celle d'une personne qui n'est pas mue uniquement par son intérêt. Je peux satisfaire aux deux exigences en adoptant un principe de charité qui soit approprié aux circonstances. Si d'autres donnent beaucoup, je m'abstiens en me disant qu'une contribution de ma part produirait peu de biens additionnels. Si d'autres donnent peu, je m'abstiens également en me disant que l'équité demande seulement que je sois généreux si les autres le sont aussi. Dans les deux cas, j'aurai le beurre et l'argent du beurre. De manière semblable, comme le dit La Rochefoucauld, le refus des louanges est un désir d'être loué deux fois. Les passions, également, cherchent souvent la couverture de la raison. Comme le dit Sénèque, la raison veut décider ce qui est juste, la colère veut que paraisse juste ce qu'elle a décidé. En 1945, les Français, comme les Belges, les Norvégiens, les Danois, les Hongrois ou les Hollandais, étaient déchirés entre deux mobiles, le désir passionné de vengeance et le désir de respecter les principes du droit, et notamment le principe de la non-rétroactivité des lois. Dans beaucoup de cas, en fait, les actes qu'on voulait punir n'étaient pas prohibés par les lois en vigueur au moment où ils avaient été commis. Les Hongrois, les Danois et les Hollandais ont ouvertement choisi la rétroactivité. En France, en Belgique et en Norvège, on a présenté des lois rétroactives comme ne l'étant pas. En France, on a dit que puisque les actes qualifiés d'indignité nationale étaient d'ordre politique plutôt que criminel, il n'y avait pas de violation du principe nul crime sans loi. Mais ce n'était qu'un jeu de mots, puisque la dégradation nationale dont furent punis ces actes était une violation flagrante du principe tout aussi important de nulle peine sans loi. Une passion peut aussi chercher la couverture d'une passion plus élevée dans la hiérarchie. Comme le note Plutarque, les hommes présentent souvent l'émotion inavouable de l'envie sous le déguisement de la colère ou de la haine. L'antisémitisme, par exemple, tire souvent son origine d'une envie transmuée en indignation satisfaite d'elle-même. Dans un autre registre, l'iconoclasme des Huguenots était souvent, comme l'écrit Louis Réau, motivé par un esprit de haine et de vengeance plutôt que par l'amour de Dieu. Tout en ayant un champ d'opération très vaste, ces mécanismes sont aussi soumis à des contraintes importantes. Certes, leur application est facilitée par le fait que les agents ont 2 degrés de liberté dans l'harmonisation de leurs motivations et de leurs désirs. Premièrement, il existe un grand nombre de conceptions de l'impartialité, les unes faisant appel au droit individuel, les autres à la notion d'équité, ou encore au choix derrière le voile d'ignorance. Pour un même cas, les implications pour l'action peuvent être très diverses, comme on vient de le voir pour le cas de la charité. Deuxièmement, toute décision politique un peu importante est imbriquée dans des questions de causalité sociale sur lesquelles on peut défendre, avec une certaine plausibilité, des positions très diverses. Qu'il s'agisse des effets du salaire minimal, de l'assistance chômage ou du taux d'imposition, on voit des professeurs d'économie défendre des idées entièrement opposées. Ainsi faudrait-il qu'un agent soit très inepte ou très malchanceux s'il n'était pas capable de trouver une combinaison de principes normatifs et d'enchaînements causaux lui permettant de présenter sa passion ou son intérêt particulier sous un jour impartial. Pourtant, ces mécanismes sont sujets à 2 contraintes qui en rendent l'application moins aisée. D'abord, il y a une contrainte de cohérence. Une fois que l'agent a adopté un certain principe normatif
ou une certaine théorie causale, il ne peut pas les abandonner, quand bien même ils ne lui permettent plus de satisfaire ses désirs. Ayant adopté un principe d'équité pour justifier mes contributions peu généreuses, je suis obligé de le conserver si les autres commencent à donner beaucoup, sous peine de me faire apparaître à moi-même comme n'étant mu que par mon intérêt, apparence que je voulais précisément éviter. Il est plus facile d'entrer dans un état par mauvaise foi qu'il ne l'est d'en sortir par le même mécanisme. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler une contrainte d'imperfection, due à ce qu'il ne faut pas que la coïncidence entre la motivation professée et le désir soit trop criante. Afin de cacher ses vraies motivations à l'un ou à l'autre public, extérieur ou intérieur, il faut souvent, dans une certaine mesure, aller contre ses désirs. Supposons que je veuille faire croire qu'une proposition de mariage est animée par l'amour plutôt que par l'appât du gain. Pour soutenir cette illusion, il ne faut pas que je porte mon choix sur une personne dont la seule qualité est une grande fortune, même quand c'est uniquement celle-ci qui dicte ma préférence. Pourtant, devant un public extérieur ou intérieur qui porte l'herméneutique du soupçon très loin, la seule façon de convaincre est parfois de renoncer à ses désirs. Pascal note que notre propre intérêt est encore un merveilleux instrument pour nous crever les yeux agréablement. Il n'est pas permis au plus équitable homme du monde d'être juge en sa cause. J'en sais qui, pour ne pas tomber dans cet amour-propre, ont été les plus injustes du monde, à contre-biais. Parfois, seule une attitude contraire à l'intérêt est capable de produire l'apparence du désintéressement. Cette déférence envers la raison, pour reprendre le mot de Jean Domas, a sa contrepartie dans une certaine déférence vis-à-vis de la rationalité. La rationalité est une norme pour des raisons qui relèvent de la logique plutôt que d'une hiérarchie sociale de valeurs. Si l'on veut réaliser un désir, on ne peut pas ne pas vouloir également le faire avec le minimum de coûts et en évitant les dépenses inutiles. Tout contre-exemple possible reviendrait à spécifier le désir initial d'une manière plus riche. C'est pour cela que la rationalité, à la différence de l'impartialité, est une valeur transhistorique et transculturelle. Les tentatives nombreuses de déduire celle-ci de celle-là sont vouées à l'échec. La norme de la rationalité est au cœur de l'anthropologie philosophique, tandis que la norme de l'impartialité relève de l'anthropologie empirique. Il existe des sociétés où la négligence ou la violation des valeurs impartiales ne déclenche pas de sanctions sociales. Cela ne veut pas dire que ces sociétés ne connaissent pas les comportements altruistes ou désintéressés, mais seulement, comme le dit Tocqueville à propos des Américains de son temps, qu'ils sont présentés comme le fruit de l'intérêt bien entendu. La capacité de l'égoïsme prévoyant de mimer l'altruisme permet aussi à l'altruisme de se donner une apparence égoïste. Rappelons que la norme de l'impartialité, en tant que norme sociale, porte sur la motivation de l'action plutôt que sur l'action elle-même. Cela dit, la norme est aussi susceptible de modifier l'action, comme il découle immédiatement des contraintes de cohérence et d'imperfection. Du point de vue social, l'effet de ces contraintes est souvent bénin. On peut parler non seulement de la force civilisatrice de l'hypocrisie, mais même de la force civilisatrice de la mauvaise foi. La norme de l'impartialité est pourtant aussi susceptible d'un usage stratégique dont l'effet est plus ambigu. Même dans les contextes où les motivations intéressées sont permises, comme dans les négociations salariales, les parties font parfois appel au principe d'équité ou d'égalité. Puisque renoncer à un principe constitue une concession plus grande que renoncer à un intérêt et commande donc une contre-concession plus grande, il est dans l'intérêt des parties de se présenter comme n'étant pas mus uniquement par leur intérêt. Si alors ce comportement se généralise, l'accord peut se révéler impossible. L'appel à la raison subvertit la raison. De manière semblable,
mais par un mécanisme différent, l'appel à la rationalité peut subvertir la rationalité. L'idéal de la décision rationnelle est d'agir selon des raisons suffisantes, à la lumière desquelles se dégage une action optimale unique. Il y a pourtant des cas où la recherche de l'action optimale n'en vaut pas la peine et où l'acteur rationnel adopterait une procédure différente, comme de suivre la tradition ou de décider à pile ou face. On peut en effet définir l'hyper-rationalité comme la recherche de l'action qui aurait été optimale si l'on ignorait les coûts de cette recherche même. Ces coûts de la décision tombent sous 3 catégories. Il y a d'abord le coût direct qui dépend de l'investissement dans l'acquisition d'informations. Si l'on va de magasin en magasin pour acheter un produit donné le moins cher possible, il faut tenir compte du prix du taxi ou du ticket de métro. Il y a ensuite le coût d'opportunité, qui a la valeur de la meilleure utilisation alternative du temps consacré à la collecte d'informations. Même si le prix du ticket de métro est inférieur au gain brut escompté par l'achat au prix le plus bas, la demi-heure du voyage aurait pu être consacrée à des activités qui, pour l'agent, ont plus de valeur que le gain net. Enfin, il y a le coût des sous-produits du processus de décision. On peut observer la négligence des 2 premiers coûts dans la conduite des vacanciers dans le Roussillon. Ils sont nombreux à aller en Espagne en voiture, acheter des cigarettes à bas prix, comme si l'essence et le temps ne leur coûtaient rien, pour ne rien dire des queues dans les restaurants d'autoroute où ils attendent une demi-heure pour le repas médiocre dont ils ont besoin après 3 heures d'embouteillage. Au retour, ils peuvent se féliciter, bien sûr, d'avoir fait des économies, mais à un prix absurde. La négligence du 3e type de coût risque d'avoir des effets plus importants, comme dans le cas de l'attribution du droit à la garde des enfants d'un couple à l'issue d'un divorce. Dans la plupart des pays occidentaux, la loi dit qu'en cas de conflit entre les parents, l'attribution doit suivre le meilleur intérêt de l'enfant, c'est-à-dire que la garde doit revenir aux parents le plus aptes à promouvoir le bien-être de l'enfant. Or, l'expérience démontre abondamment que la détermination juridico-psychologique de l'aptitude relative des parents est un processus très pénible et nuisible pour l'enfant même dont il est supposé sauvegarder l'intérêt. L'intérêt de l'enfant serait sans doute mieux respecté par la traditionnelle présomption en faveur de la mère, ou même, pourquoi pas, par le tirage au sort entre les 2 parents. Les sociétés occidentales modernes sont imprégnées d'hyper-rationalité. C'est dans ce sens, et dans ce sens seulement, qu'on peut parler de la rationalité, ou plutôt de son abus, comme d'un phénomène spécifiquement occidental ou moderne. On a parlé à ce propos de l'effet iatrogénique de la recherche des solutions optimales. Dans une certaine mesure, on peut dire que qui veut le plus fait le moins. Quelles sont donc finalement les fonctions de la raison et de la rationalité dans les comportements humains? Ce sont les fonctions, respectivement, du précepteur du prince et du conseiller du prince. Le précepteur lui enseigne à promouvoir le bien public à long terme. Le conseiller lui explique comment agir pour réaliser le plus efficacement ses fins, quelles qu'elles soient. Il n'incombe pas au conseiller d'imposer les demandes de la raison, mais si le précepteur a bien fait son travail, le prince va les faire siennes. Je voudrais, pour conclure, dire quelques mots de mes liens à cette institution. Il y a 5 professeurs au Collège de France qui, de manière directe ou indirecte, ont marqué mon développement intellectuel. L'histoire remonte en 1966, quand, en venant d'Oslo, j'ai rencontré Jean Hippolyte pour lui demander conseil sur la petite thèse que j'écrivais sur Hegel. Il m'a reçu très gentiment et m'a notamment suggéré de prendre contact avec les pères Régnier et Fessard à Chantilly, ce que j'ai fait. 2 ans plus tard, je pris un nouveau rendez-vous avec Hippolyte pour lui demander de diriger la thèse sur Marx que je me proposais d'entreprendre. À mon arrivée à Paris, j'ai appris qu'il venait de mourir. Ce fut alors le père Fessard qui me suggéra de demander à Raymond Aron
s'il voulait bien diriger mes travaux. Les 3 ans que j'ai passés au séminaire d'Aron, rue de Tournon, m'ont ouvert les yeux sur les sciences sociales. Ce fut un tournant décisif. Je n'ai pourtant pas abandonné l'histoire de la pensée. Par l'intermédiaire peut-être surprenant de l'histoire de la biologie, je me suis passionné pour Leibniz et Martial Guéroult a bien voulu publier dans sa collection un livre que j'ai consacré à ce philosophe. Puis, il a eu une collaboration, comme vient de le mentionner monsieur l'administrateur, avec Pierre Bourdieu dans les années 80, sur notamment le rapport entre la rationalité et les normes sociales. Enfin, je tiens à exprimer ma très grande dette intellectuelle envers Paul Venn, ici présent, qui est avec Thomas Schelling celui dont les travaux m'ont le plus influencé. Je l'avais déjà écouté au séminaire d'Aron, avant la publication de son grand livre « Le pain et le cirque », qui a montré qu'une étude historique fouillée non seulement peut bénéficier de l'apport des sciences sociales, mais qu'elle est capable de le féconder en retour. Dans mon enseignement et ma recherche, j'espère pouvoir continuer dans cette tradition, non certes avec les réductions de Venn, mais avec le même va-et-vient entre les démarches généralisatrices et les études empiriques. Je vous remercie de votre attention.